Bonjour à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle de carrière, d'IT et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on retrouve Greg Lotelier, ancien développeur iOS et fondateur de Tech Connection, pour nous parler de sa carrière, de tout son parcours et aussi, surtout, de ses entreprises. Bonjour Greg, Salut Dorian, comment ça va? ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans le podcast, bienvenue dans Merci Orange pour Grenadine. l'invitation, merci beaucoup. Tu es le premier développeur d'Orange Grenadine Ok. à être venu du coup dans le podcast, donc Très bien. vraiment c'est un honneur de te recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. Alors développeur pour le coup, ancien développeur. Ancien développeur. J'ai fait du dev pendant à peu près 15 ans, principalement dans des startups à Paris, à New York, et comme tu l'as évoqué, beaucoup en iOS, une bonne dizaine d'années côté iOS, un peu de Java, un peu de mobile avant ça, avant l'iPhone, dans une période où on utilisait des PDA, des petits téléphones avec des petits stylets sur lesquels il fallait appuyer sur des petites touches. Et j'ai arrêté le dev il y a maintenant 6 ans, début 2019, pour monter tout d'abord une boîte de recrutement, puis une boîte de formation, puis une boîte d'événementiel. Et les trois services sont adressés aux développeurs. Donc du recrutement de développeurs, de la formation de développeurs, et puis de l'organisation de meet-up, de conférences, toujours pour les développeurs. D'accord. Et à la base, qu'est-ce qui t'a amené vers le développement informatique? Le dev, alors moi, c'est la passion informatique de jeunesse, hein. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. À mon époque, ça correspondait à des gros PC avec des tours, avec plein de cartes graphiques, de disques durs à monter, démonter. J'avais fait le choix vers mes 15 ans de me séparer de mon lit parce que mon lit prenait trop de place dans ma chambre, parce que j'avais 4 ou 5 tours, plus les gros écrans qu'il y avait à l'époque, plus tous les câbles, etc. Donc il avait fallu faire un choix entre le lit et les ordis. J'ai gardé les ordis. Dormir voilà. et les ordis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'avais un bout de matelas qui traînait contre un mur, que j'abaissais le moment venu pour aller me coucher. Mais donc, ouais, beaucoup l'informatique, beaucoup par le côté matériel déjà. Enfin, vraiment monter, démonter, c'était une grande passion. Puis par le côté système, où je m'amusais beaucoup avec des problématiques de système réseau, d'installer, désinstaller différentes versions de Windows, de Linux, de les faire parler entre eux, etc. Et c'est un petit peu, puis alors des jeux vidéo aussi évidemment, hein, ça marchait bien à cette époque-là. Et c'est un peu tout ça qui petit à petit m'a emmené vers des études d'informatique et puis vers le métier de développeur par la suite. D'accord. T'as fait quoi comme étude du coup dans l'informatique? J'ai fait un bac+5 en maths et info, donc j'ai fait des maths pendant assez longtemps. J'ai fait jusqu'à une licence de maths et après j'ai continué que sur de l'info. J'étais à Dauphine et du coup c'est ça qui m'a propulsé effectivement vers le métier de développeur par la suite. D'accord, très clair. Donc tu as commencé une carrière de développeur et après tu as switché du coup vers l'entrepreneuriat. Quand tu étais Ouais. développeur, tu étais d'abord en CDI ou Ouais. tu as fait aussi le switch freelance avant de lancer des entreprises? Alors, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai démarré en CDI. Mon tout premier poste, c'était pour l'armée de terre. Je faisais du Java pour l'armée de terre. Et je pense que c'est probablement l'expérience qui m'a un petit peu vacciné par la suite sur le côté inertie des grosses boîtes. Alors là, en plus, on parle de l'armée, donc on n'est même pas sur la question de grosses boîtes. Enfin, Ouais, il y dans a le évidemment public, donc c'est dans le ça doit être public, pire. dans le militaire. Enfin, ça rajoute beaucoup de complexités, qui sont des complexités qui sont nécessaires, hein, forcément, pour ce genre de structure, hein. C'est pas une critique dans l'absolu que je fais là, mais qui, moi, me correspondait pas en termes de rapidité, en termes d'agilité, etc. Donc, très vite après ça, je suis parti dans le monde de la start-up. Et donc, je travaillerai plus en tant que salarié que dans des startups très early stage. Alors, à chaque fois que je rejoignais une boîte, on était 4 ou 5 au début, hein. C'était vraiment ce moment-là qui m'excitait pas mal. Et puis en fait, j'ai monté une première boîte en 2010, bien avant les boîtes que j'ai aujourd'hui, qui était une boîte dans laquelle j'avais créé une solution pour faire des applications iOS et Android avec un contenu web. C'était les grands débuts de l'HTML5 et donc les grands débuts aussi des stores d'applications, de l'App Store, de l'Android Market, il s'appelait à l'époque, le Play Store d'aujourd'hui. Et donc voilà, de créer une solution qui permettait de faire des applications facilement pour les deux plateformes. J'ai monté une boîte là-dessus, j'ai bossé dessus pendant un an, le temps de créer les différents produits, services, iOS, Android, le back-end, le back-office, le site web, enfin la totale pour faire tourner tout ça. Et puis finalement, je me suis posé la question un peu sur le tard de me dire, mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir des associés pour bosser avec moi là-dessus. Et en fait, j'ai trouvé des associés qui avaient un projet très similaire d'approche de création d'applications iOS, Android aussi, mais qui étaient plus nombreux et plus avancés que moi. Donc en fait, finalement, plutôt que ce soit eux qui me rejoignent, c'est moi qui les ai rejoints dans leur boîte. Et donc c'est une startup dans laquelle je vais rester assez longtemps, qu'on a revendu en 2014, et je vais rester bosser dans la boîte qui nous a racheté jusqu'en 2016. Et donc là, voilà, en tant que salarié là-dessus. Et puis après, je partirai sur une autre startup qui était à New York, pour le coup, en salarié aussi, mais pareil, sur une boîte assez early, où on était 7-8 quand je suis arrivé. Et c'est quand ça s'est terminé avec cette boîte-là, donc fin 2018, que je suis rentré de New York et je me suis dit, bah, c'est bon.
c'est le bon moment pour se relancer dans l'entrepreneuriat. Et le Covid, justement, ça n'a pas été un frein? Parce que tu me parles de 2019, c'était Ouais, pile poil au moment du Covid, ouais. enfin 2019-2020, on va dire. Ouais. Alors, ça a été forcément un moment très particulier. Mm. Donc, moi, j'ai vraiment démarré tout début 2019. Donc, quand le Covid est arrivé, ça faisait déjà un an que j'étais passé sur le format entrepreneuriat. Là où ça a été très particulier, cette arrivée du Covid, c'est que c'est le moment où j'ai lancé l'activité de formation. Et en fait, l'activité de formation, pour la petite histoire, l'idée, c'était d'organiser des formations donc, pour les développeurs mobiles principalement, en faisant intervenir des développeurs mondialement connus, vraiment reconnus pour leur expertise sur tel ou tel domaine. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je voulais faire en présentiel, parce que j'avais vraiment l'idée aussi que avoir des développeurs au même endroit, au même moment, dans la même pièce, pouvoir échanger entre eux, ça apporte beaucoup de valeur. Et puis la possibilité justement d'être avec ce développeur un peu connu, reconnu, que généralement tout le monde connaît pour utiliser ses librairies, pour suivre son podcast, son blog, etc. etc. C'était aussi une opportunité assez intéressante à proposer aux devs. Et donc, je prépare tout ça. Je trouve un développeur très connu de l'écosystème iOS qui bosse avec moi sur ce projet. On planifie donc une première session de formation à Paris pour le mois d'avril. Et je fais l'annonce du lancement de ce projet. Je crois que c'était le 15 mars 2020, si je dis plus de bêtises sur les dates. Et le lendemain, c'était les premières annonces de Macron sur le début du confinement. Wow. Donc en fait, ouais, ça a été le Covid a été surtout un bon train dans la tronche sur ce projet-là, qu'il a fallu revoir complètement parce que du coup, évidemment, la dimension présentielle n'était plus du tout envisageable. Donc ça aura décalé en gros de 6 mois quasiment le temps vraiment de tout retravailler. Bon, évidemment, il y avait tout le contexte aussi qui n'était pas hyper propice pour lancer des business et pour faire tourner des choses parce que tout était quand même complètement à l'arrêt. Mais on va dire que là, sur le côté sur lequel le Covid m'a le plus impacté à ce moment-là, c'était plutôt sur le lancement de ce projet-là, qui était en fait le deuxième projet que je lançais, après cette boîte de recrutement que j'avais lancée un an plus tôt. Et donc c'est ça qui a mis un peu en pause, si tu veux, tout ce projet-là. Mais finalement, là, on est un peu plus de 5 ans plus tard. L'activité de formation continue à tourner. Et finalement, cet événement du Covid a fait que ce parti pris du présentiel qui me plaisait beaucoup, qui me tenait vraiment à cœur, mais qui ajoutait quand même beaucoup de complexité, parce que ça voulait dire faire venir les intervenants, donc mes formateurs qui sont généralement à l'étranger, les faire venir à Paris. Pour les participants, ça voulait dire potentiellement faire venir aussi les participants à Paris, parce que de plus en plus d'entreprises commençaient à avoir leurs équipes un peu dispatchées partout en France. Donc si on veut les avoir sur place, ça occasionne quand même beaucoup de coûts et de logistique qui font que finalement la version en distanciel marche aussi très très bien et du coup majoritaire, enfin 90% aujourd'hui, 95% même des formations que j'organise sont encore en distanciel aujourd'hui. D'accord, donc tu as fait un mode hybride où tu as à la fois du présentiel et à la fois du... C'est très rare, vraiment les versions présentielles, ça doit être une par an dans des cas très spécifiques, mais vraiment le gros du sujet est finalement sur le distanciel et donc le Covid aura été en quelque sorte une forme de déclic pour réajuster le tir et partir sur une approche qui correspondait plus finalement aux attentes aussi, à la fois des clients et puis de mes formateurs, et qui était plus cohérente et dans l'air du temps finalement, tout simplement, avec la période à laquelle on vivait à ce moment-là. Oui, bien sûr, on s'en souvient tous, je pense. On l'oublie vite quand même. On l'oublie vite, mais bon, tant mieux quelque part. Oui, c'est sûr. C'était quand même un mauvais souvenir. Ouais. Et du coup, comment tu as géré le stress? Enfin, si je parle vraiment de la partie entrepreneuriale, comment tu as géré, parce que ça a dû occasionner du stress de monter une entreprise à ce moment-là. Tu as parlé un petit peu des obstacles que tu as eu, mais comment tu as géré ce côté un peu stressant que l'entrepreneur peut avoir de monter un business au moment où en fait tout est chaos autour de soi, quoi. Ouais, alors c'est pas évident, c'était pas le meilleur moment, enfin le timing n'était pas idéal pour ça, mais bon, il n'y a aucun moyen de prévoir ça à l'avance, et de toute façon, quand tu as vraiment l'envie de te lancer et que tu as l'étincelle et que tu sens que c'est le bon moment pour te lancer sur la question entrepreneuriale, je pense qu'il ne faut pas attendre des créneaux de vie ou des moments d'opportunité comme ça qui se présentent. Moi, le mien, c'était mon retour à New York, et donc c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me remets dans le salariat ou est-ce que je profite de ce moment-là et de ce moment de rupture un petit peu pour me lancer dans l'entrepreneuriat? J'ai fait le choix de profiter justement de ce moment, un peu de cette opportunité dans le temps qui m'était donnée pour le faire, donc je pense qu'il faut le faire. Donc j'ai pas de regret en soi d'avoir démarré à ce moment-là, même si effectivement l'épisode Covid a été un peu difficile là-dessus. Mais c'était pas si compliqué que ça dans l'absolu. Le côté recrutement, de toute façon, c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis un an que j'avais commencé, qui se faisait complètement en distanciel. De toute façon, déjà là-dessus, il n'y avait pas
pas de besoin de se voir en présentiel, donc ça n'a pas trop changé la manière de travailler, même si évidemment en termes de demande, ça s'est complètement écroulé. Enfin, le marché était vraiment à l'arrêt à ce moment-là. Et puis, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était peut-être une époque qui était un petit peu plus facile aussi parce que le chômage, on l'avait encore pendant un petit moment. C'était encore une période où on C'était était avant les couvert. réformes, C'était effectivement. avant les réformes. Donc, Ouais. moi, effectivement, j'étais encore couvert par le chômage à ce moment-là. Ce qui fait que il y avait quand même encore un petit filet de sécurité, ce qui aide un petit peu. Ouais, je comprends, totalement. Parlons de Tech Connection. Oui. Tu en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter du coup cette entreprise? Qu'est-ce que tu y fais? J'ai vu que vous faisiez, bon, tu as parlé des formations, des conférences, des meet-up, rassembler un petit peu les développeurs, peut-être fédérer une communauté de développeurs autour de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous Ouais. en parler plus précisément? Ouais, bah alors en fait, ça vient de plus loin, en fait, hein. C'est-à-dire que l'activité d'organisation de meet-up, de conférences, donc Tech Connection, on est 3 associés, on est 3 D'accord. anciens développeurs iOS à avoir monté cette société. Et en fait, on a commencé à organiser des meet-up et des conférences en 2016. Et donc à l'époque, on faisait ça de manière complètement bénévole. Et donc arrivé 2022, donc ça faisait déjà 6 ans qu'on s'occupait de tout ça, on s'est dit, bon, bah, ce serait bien quand même de professionnaliser l'activité. Et donc on a décidé de créer cette société pour continuer à organiser des événements qu'on organisait déjà depuis plusieurs années. Et donc aujourd'hui, on organise des meet-up, effectivement. Donc meet-up, c'est un format vraiment habituellement mensuel. On va avoir entre une cinquantaine et une centaine de développeurs qu'on va réunir un soir en semaine dans une entreprise qui nous accueille. Le prochain en date, c'est la semaine prochaine. On sera chez Back Market. D'accord. On est accueilli par pas mal de boîtes assez sympas comme ça. Et en fait, c'est une série de présentations techniques, hein. On a généralement 3 intervenants qui viennent présenter un peu différents sujets sur lesquels ils ont bossé, des nouvelles librairies qu'ils ont testées, des fonctionnalités du langage. Des retours d'expérience. Voilà, des ce genre de retours choses. d'expérience, Ok. etc. Et donc, c'est un format qui est très agréable parce que c'est assez casual, il y a pas beaucoup d'enjeux. Enfin, c'est quelque chose de plutôt sympa et ça permet à la communauté de se réunir. C'est ça aussi qui est vraiment chouette. Au-delà des interventions et des sujets techniques qui sont abordés, c'est aussi tout le côté networking qui est vraiment important parce que c'est quand même un des points qui manque beaucoup dans le métier de développeur, tout cet aspect social, tout cet aspect humain. Donc, les meet-up en sont vraiment un des meilleurs endroits justement pour aller de manière très simple, c'est gratuit. Enfin, il y en a beaucoup, surtout à Paris, il y en a vraiment plein. Donc, c'est vraiment une opportunité très cool de pouvoir rencontrer d'autres développeurs et de se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe. Et puis en plus de ces différents meet-up, on organise différentes conférences. Donc la conférence, pour le coup, ça devient de l'événement beaucoup plus gros. Donc c'est des événements sur 1 à 2 journées environ. On est nous sur des créneaux où on a des intervenants de tout l'international. Donc on a des gens qui viennent des 4 coins de la planète pour parler un petit peu de ce qu'ils ont fait. On a des intervenants de Microsoft, Amazon, Facebook, Apple. Enfin, on a vraiment tous les géants de la tech qui viennent dans ces conférences-là. Et là, pour le coup, on a plutôt 200, 300, 400 participants. Donc, c'est dans des lieux qui sont réservés pour l'occasion. Enfin, il y a toute une logistique qui est beaucoup plus lourde Qu'un meet-up. que ce qu'on peut faire sur le meet-up, mais qui a aussi ce côté vraiment événement exceptionnel. C'est une fois dans l'année seulement. Et donc, contrairement aux meet-up qui sont quelque chose d'un petit peu plus comme ça régulier, les gens font le déplacement. Donc, on a des participants qui viennent des 4 coins de la France, qui viennent d'Europe ou d'ailleurs aussi pour venir voir un petit peu ces différentes interventions. Et c'est un format, moi, qui est une passion depuis toujours, parce qu'encore une fois, ça illustre ce que je disais pour les meet-up avant, hein. C'est les meilleurs moments et les meilleurs endroits pour les devs, pour que les devs puissent se rencontrer, puissent échanger, discuter, revoir des gens qu'ils s'avaient déjà croisés, qu'ils n'avaient pas vus depuis un moment, etc. Donc, créer et entretenir ce lien humain qui, encore une fois, manque quand même pas mal dans ce métier par définition. C'est vrai. Je pense que c'est commun un peu aussi à tous les métiers de la tech. Ouais. On a tendance à s'isoler, à travailler un petit peu dans son coin, alors qu'en fait, ce genre d'événement permet, comme tu dis, de recréer des connexions, sans faire de mauvais jeu de mots avec, avec le nom de ton entreprise. Le nom vient de là, hein. C'est vraiment Mais- les 2 mots sont là, hein. C'est tech pour le côté vraiment tech, parce que c'est du dev, c'est de la tech. Donc ça, Ouais. c'est la raison première qui fait qu'on se retrouve et qu'on est là. Mais derrière, la vocation, c'est de créer des connexions. C'est justement que les gens puissent échanger, puissent Puis se se créer un réseau en revoir, même se créer temps. un réseau, ouais, Ouais. ce qui est vraiment important. Ouais. D'accord. On l'a mentionné dans je crois, pas mal d'épisodes auparavant que le réseau, c'est aussi la clé d'une carrière professionnelle. Tout à fait. Est-ce que toi, tu partages ce ressenti-là? Oui, complètement. Et encore une fois, c'est encore plus dans le monde du dev. Il faut bien comprendre qu'il y a plein d'autres corps de métier.
dans lesquels le côté juste social, ça fait partie du corps de métier. Si vous êtes boucher, si vous êtes dans des métiers comme ça, de l'artisanat ou autre, vous avez de la relation client. Il y a plein d'autres métiers aussi, plus des métiers d'entreprise, mais dans lesquels les gens vont être en contact avec plus de personnes dans l'entreprise, avec des corps de métiers différents, etc. Là où nous, dans le dev, on est souvent dans un petit coin sur un sujet qui est très pointu, que peu de personnes comprennent. Donc oui, on est un peu entre nous. Et moi qui viens de l'écosystème principalement mobile, c'est encore plus marqué dans le mobile, où les équipes de dev mobile en France, souvent, c'est 2-3 personnes. Et des fois, c'est même une seule personne. Donc vous allez avoir des fois un seul dev iOS, un seul dev Android ou d'autres technos mobiles. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de solitude comme ça qui se crée. On a assez peu d'interlocuteurs. Et en plus, les interlocuteurs qu'on a sont généralement majoritairement des interlocuteurs tech aussi. Donc, ça ne permet pas trop de voir un petit peu ce qu'il y a autour. D'où l'importance vraiment de se créer du réseau, d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que ça rebute beaucoup de développeurs et que LinkedIn est vu comme le mal par beaucoup, mais c'est aussi une manière de s'informer, de suivre ce qui se passe. Et au-delà de l'aspect réseaux sociaux, pour moi, le Graal, ça reste vraiment l'événement présentiel, parce que les connexions, encore une fois, mais les relations qu'on crée en présentiel, en voyant les gens en vrai, seront toujours 1000 fois plus fortes que celles qu'on peut créer à travers un réseau social, à travers un écran, à travers une visio, quoi que ce soit. Donc ouais, cette notion du présentiel, moi, est vraiment importante et aide beaucoup dans la constitution du réseau, qui lui me semble aussi primordial dans la carrière des devs en particulier, et puis probablement de plus en plus en ce qui les concerne. Et d'autant plus quand on fait de l'entrepreneuriat aussi. Je pense que toi, ça t'a servi aussi, j'imagine, quand tu as monté tes entreprises. Comme tu disais, Tech Connection, tu l'as pas fondé tout seul. Vous étiez plusieurs, donc j'imagine que c'est des gens qui sont issus de ton réseau aussi. Tout à fait, non, alors là, je parlais pour le côté développeur, mais effectivement, pour le côté entrepreneur, c'est encore plus important, parce que côté des développeurs, ce qui va être intéressant, c'est de se renseigner sur les technos sur lesquels on bosse, savoir un petit peu ce qui se passe, quels sont les nouveaux usages, les nouvelles librairies, les nouvelles tendances, les nouvelles méthodologies, etc. Donc ça, c'est oui, évidemment ce qui est hyper important. Mais dans le côté entrepreneur, ça va être aussi tout le reste. Donc ce côté réseau va permettre de trouver des partenaires, des clients, des sponsors, des prospects, enfin des utilisateurs. Donc on a ce besoin en tant qu'entrepreneur d'être encore plus ouvert sur l'extérieur que quand on est développeur, où généralement on n'a pas forcément besoin de parler à beaucoup de monde de l'extérieur. Mais en tant qu'entrepreneur, oui, c'est indispensable. Il faut vraiment connaître beaucoup de monde, parce que connaître la bonne personne, ça te débloque très facilement des situations, ça te fait gagner un temps incroyable. Donc ouais, cette notion de réseau, pour moi, elle est centrale, elle est vraiment primordiale. Du point de vue entrepreneur, sans aucune hésitation. Et du point de vue développeur, elle me semble quand même très très importante aussi, même si je sais qu'il y a pas mal de devs qui font un peu l'impasse là-dessus. Mais c'est pourtant important. Et surtout à l'époque à laquelle on vit, où le métier se transforme. Donc je pense que les devs feraient bien de sortir un petit peu plus souvent s'ils en ont l'opportunité, dans des meet-ups, des confs et tout. En plus, en vrai, c'est cool, quoi. C'est quand même des moments sympas. Oui, on passe quand même des bons moments en général. C'est ça, ouais, c'est quand même... Faire des summits aussi, honnêtement, c'est le moment de revoir d'anciens collègues, comme tu disais, ou de créer des nouvelles connexions et de partager des bons moments, de boire un verre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours convivial aussi. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport au réseau pour quelqu'un qui démarre de zéro, qui n'a pas forcément de réseau, tu vois, un étudiant qui sort d'école, qui vient d'avoir son premier job, mais qui vise ou qui aspire une carrière dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu lui conseillerais, en tout cas, pour se constituer ses premières bribes de réseau, voilà, ou en tout cas faire ses premières rencontres qui pourraient l'aider à débloquer ce côté un peu entrepreneurial par la suite? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux grandes pistes pour se faire du réseau, et deux pistes qui peuvent être, qui sont d'ailleurs complémentaires. Il y a le côté online, donc tout ce qui va être les réseaux sociaux, tout simplement. Donc, on peut citer LinkedIn, qui est devenu quand même assez prédominant dans le domaine. Il y a beaucoup de Slack aussi, qui sont des endroits assez pratiques pour parler plus de thématiques assez spécifiques. Donc ça, il faut savoir les trouver, mais une fois qu'on est dessus, c'est généralement des endroits qui sont un peu plus fermés que le côté LinkedIn, qui est très ouvert, où tout le monde peut tout voir, etc. Là, les Slack, c'est souvent plus par corps de métier, par spécialité, etc. Et donc ça permet d'avoir un espèce de safe space où c'est quand même un peu plus facile de prendre la parole, dans la mesure où tu sais de base que les gens qui sont là vont comprendre ce que tu racontes, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas des développeurs, où on parle une langue que assez peu de gens comprennent dans l'absolu. Donc c'est sûr que commencer
à balancer des lignes de code sur LinkedIn, ça peut paraître un petit peu bizarre. Par contre, balancer les mêmes lignes de code sur un Slack dédié à la techno dont tu parles, bah là, d'un seul coup, ça fait complètement sens. Bien sûr. Donc, tu as cette partie online qui est déjà un point d'entrée assez facile, finalement, hein, pour découvrir un petit peu quelles sont les communautés, quels sont les gens qui prennent la parole dans ces communautés-là, de quoi ils parlent, quels sont les sujets, quels sont les événements dont ils discutent, quels sont les technos dont ils discutent. Enfin, il y a un petit peu tout ce côté-là. Et puis après, ce qui est très intéressant, c'est de le combiner avec la partie offline, donc le côté présentiel des événements. Et là, de pouvoir se rendre. Alors, des événements en soi, il y en a beaucoup sur beaucoup de sujets différents, dans la tech, hors de la tech, sur l'entrepreneuriat ou sur d'autres choses. Et ça reste évidemment un moyen, comme j'évoquais précédemment, assez important et un des meilleurs à mes yeux pour se créer du réseau et pour créer du réseau de qualité, encore une fois, parce que tu auras toujours beaucoup plus d'affect et une relation qui se créera plus dans la durée et dans la confiance en rencontrant les gens vraiment, plutôt qu'à travers quelques échanges écrits asynchrones sur une plateforme X ou Y. Et donc l'idéal, c'est un petit peu de combiner les deux. C'est de commencer à voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Généralement, les événements présentiels sont quand même très largement promus ou annoncés sur les réseaux sociaux. Donc tu finis assez vite par découvrir quels sont les moments et les endroits où les gens de cette communauté à laquelle tu t'intéresses se rendent. Et puis commencer à s'y rendre aussi. Et puis finalement, tu vas y aller. Alors les premières fois, c'est toujours difficile. Hein. Les premières fois, tu connais personne. Oui, c'est ça. Tu es dans ton coin, tu es tout seul, tu connais personne. C'est inévitable, mais ça fait partie du jeu. Il faut se mettre le petit coup de pied au cul qui va. Et puis après, on prend l'habitude. Et puis, c'est quelque chose qui s'arrête jamais. Enfin, moi, des événements tech à Paris, sans compter ceux que j'organise, je dois assister à 2 ou 3 événements par semaine depuis une dizaine d'années. Donc je commence à connaître beaucoup de monde, mais ça m'arrive encore aujourd'hui d'arriver à un événement et de connaître personne et d'être un peu tout seul dans mon coin. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, parce que t'as acquis des réflexes au final qui vont te permettre après plus facilement d'aller parler aux gens, je pense. C'est ça, oui, ça vient plus facilement. Enfin, mais c'était surtout pour dire que ça arrivait à tout le monde, le côté où des fois tu te retrouves un peu tout seul dans ton coin. Oui, même quand ça fait 10 ans que tu fais ça régulièrement, ça peut continuer à t'arriver. Et c'est pas grave. Tu finis toujours en fait par réussir à entamer la conversation à droite à gauche, et puis tu prends l'habitude de le faire, et après ça vient assez naturellement. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Ouais. Si tu devais choisir un moment clé, un gros déclic que tu as eu dans ton parcours, ça serait lequel ? Ouais, c'est une très bonne question. Alors il y en a un, moi en particulier, qui a été vraiment un déclencheur de beaucoup de choses par la suite. Et tu vas voir que ça rebondit sur tout ce que je raconte depuis tout à l'heure. C'est la première fois que j'ai assisté à une conférence de développeurs. Et ça, c'était début 2015. Donc, ça faisait déjà 10 ans que j'étais dev à l'époque, quand même. Donc, j'avais pas vraiment considéré cet aspect, le côté conférence, meet-up. Je connaissais pas vraiment. Bon, je savais que ça existait, mais je m'étais pas trop intéressé. Je bossais en start-up, le nez dans le guidon. Donc, j'avais pas trop de temps ou pas trop l'énergie, ou enfin bon, un peu les œillères. Donc, je voyais pas trop ce qui se passait de ce côté-là. Et puis finalement, début 2015, je me jette enfin à l'eau, je me dis tiens, il y a cette conférence qui a l'air assez intéressante, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et en fait, c'est de là que viendra le déclic en fait. Et là, je me suis dit mais c'est dingue en fait, c'est vraiment trop bien ces moments-là. Tu rencontres plein de gens incroyables qui parlent tous la même langue que toi, tout le monde a les mêmes problématiques, les mêmes attentes, les mêmes envies. Et donc du coup, il y a quelque chose, une espèce d'émulsion comme ça qui se crée, qui est vraiment chouette. Et c'est à partir de là que je vais commencer à aller vraiment à tous les meet-up et conférences possibles et imaginables, en France d'abord, puis après à l'étranger, en tant que participant d'abord, puis après en tant qu'intervenant, puis en tant qu'organisateur, quand j'ai commencé à organiser aussi, puis après en tant que sponsor, et puis maintenant avec Tech Connection aussi. Donc il y a cet élément-là qui a été un peu l'élément clé il y a 10 ans maintenant, de ce changement de carrière. C'est le moment en fait où j'ai compris que ce qui me passionnait le plus, c'était pas le développement, mais c'était les développeurs. Et c'est là vraiment où finalement tout, de fil en aiguille, a amené vers le fait d'arrêter 4 ans plus tard le développement pour monter des sociétés qui sont des services pour les développeurs. Et en fait, tout est parti de là. En fait. C'est un petit peu l'étincelle qui a fait démarrer tout ça et qui m'a fait prendre conscience justement de l'importance pour moi de tout cet aspect social des développeurs, de la vie du développeur, et qui a fait que j'ai monté ces boîtes par la suite dans ces thématiques-là. D'accord, et notamment la boîte de recrutement, du coup, ouais, que tu as toujours. Ouais. D'accord. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais, alors la boîte de recrutement, c'est une boîte de recrutement que j'ai montée donc début 2019. C'était le premier sujet sur lequel j'ai bossé quand j'ai arrêté le dev. Pourquoi le sujet du recrutement? Parce que c'était une période où les développeurs étaient à l'époque une population extrêmement pénurique, donc les entreprises avaient beaucoup de mal à recruter les développeurs. Et puis, il y avait une assez mauvaise image des recruteurs. Enfin, les développeurs en avaient une assez mauvaise image. Ça remonte donc à l'époque où j'ai commencé. Donc ça, c'est une idée qui a commencé à me trotter dans la tête à partir de 2017, dans ces eaux-là, quand je partais bosser à New York, en fait. Donc bon, j'étais à New York, donc c'était un peu compliqué d'avancer sur le projet, mais j'avais l'idée en tête. Et en fait, je me disais, mais c'est embêtant parce que les recruteurs, finalement, comprennent souvent peu ou pas du tout notre métier. Et en plus, c'était la période où les développeurs commençaient à arriver en masse sur LinkedIn. Commençaient, alors dans un premier temps, juste en mode lecture seule, mais à se créer des comptes sur LinkedIn. Et sauf que c'est aussi la période où tous les outils d'automatisation sur LinkedIn sont arrivés. Donc, en tant que développeur, à cette époque-là, tu recevais régulièrement, toutes les semaines, des fois tous les jours, des messages automatisés de recruteurs qui étaient complètement à côté de la plaque. On a Qui tous reçu des proposait, comme ça. oui, voilà, c'est ça, qui proposait C'est clair. un poste en PHP à Marseille si tu étais développeur JavaScript à Lille, tu vois, enfin, et que des trucs à côté de la plaque comme ça tout le temps. Tête, ouais, clairement. Ouais, donc un rejet assez fort, assez massif des devs contre les recruteurs à ce moment-là. Et je me suis dit, moi, ça faisait 10 ans à ce moment-là que j'étais développeur iOS en particulier. Je connaissais bien le métier, ça faisait un moment que j'avais commencé à organiser aussi les meet-up et tout ça, donc j'animais déjà pas mal la communauté, donc je connaissais pas mal de monde dans la communauté. Et je me suis dit, avec ces deux critères différenciants que sont une bonne connaissance à la fois du métier et de sa communauté, ça devrait me donner les armes nécessaires pour attaquer ce sujet du recrutement avec un angle un peu différent. Et alors effectivement, ça a été le cas. Après, c'est vrai que j'avais quand même pas mal sous-estimé la complexité du métier, qui est un métier qui peut sembler assez facile vu de l'extérieur, parce que si on en prend l'essence du rôle d'un cabinet de recrutement, donc c'est recruteurs au sens externe, hein, c'est-à-dire que les entreprises ont, en fonction de leur taille et de leurs besoins, des fois des recruteurs en interne qui vont s'occuper de chercher directement les profils dont l'entreprise a besoin. Et des fois, pour des raisons diverses ou variées, les entreprises vont faire appel à des cabinets de recrutement qui sont des entreprises externes auxquelles elles vont déléguer le recrutement, en fait, tout simplement. Et donc, en tant que cabinet de recrutement, tu vas travailler avec différents clients qui ont des besoins pour tel ou tel type dans mon cas, de développeur. Et puis, de l'autre côté, il faut que tu connaisses aussi des développeurs et que tu essayes de faire le bon matching entre les deux. D'accord. Donc, finalement, voilà, c'est ce qu'on appelle... on a un intermédiaire, en fait, hein, tout simplement. Alors, on pourrait faire l'image de l'agent immobilier, tu vois, c'est un petit peu la même typologie. C'est-à-dire que dans l'absolu, l'entreprise n'a pas fondamentalement besoin de toi pour faire des recrutements, elle peut le faire tout seul. Le candidat, il n'a pas non plus fondamentalement besoin de toi pour trouver du boulot, il peut le faire tout seul aussi. Mais malgré tout, ça peut mettre du lien, ça facilite, etc., etc. Donc, en soi, pas très compliqué sur le papier. On n'envoie pas des fusées dans l'espace, hein, clairement. Mais beaucoup d'opérationnels et des durées de temps qui sont très, très longues. C'est-à-dire qu'en gros, parce qu'initialement, je travaillais que sur des recrutements de profils en CDI. D'accord. Et sur du CDI, à peu près l'ordre de grandeur de comment se passent les choses, c'est-à-dire que l'essence du travail du cabinet de recrutement, du recruteur externe, ça va être le moment où il fait la mise en relation entre une entreprise qui cherche un profil donné et un profil qui correspond à ce que l'entreprise recherche. Donc ça, c'est vraiment l'essence même du métier de recruteur. Sauf qu'à partir de là, démarrent les entretiens de recrutement entre le candidat et l'entreprise. Ça s'étale souvent sur 2, 3, 4 semaines, le temps de passer les différentes étapes, les dispos des uns, etc. Les tests techniques potentiellement. Exactement, ce qui peuvent être un peu long. Derrière, si tout ça va au bout et que les deux parties sont OK pour bosser ensemble, super. Sauf que généralement, le candidat, à ce moment-là, il était en poste. Donc lui, il faut qu'il quitte son poste. Le préavis peut durer jusqu'à 3 mois. Et donc, par rapport au moment où j'ai fait la mise en relation, on est déjà quasiment à 4 mois. Et ensuite, les clauses des contrats des cabinets de recrutement font généralement que la commission qu'on touche pour la mise en relation réussie, elle est souvent due à la fin de la période d'essai. Du moins en totalité à la fin de la période d'essai. Donc en gros, t'es dans des fonctionnements où le temps est très très long. Ouais, sur plusieurs mois. Ah ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'ai des recrutements, clairement, où la date entre le moment où j'ai fait l'intro entre le candidat et l'entreprise et le moment où ma commission pour cette tâche-là a été touchée dans son intégralité, il s'est passé plus d'1 an. Donc c'est quand même, ça peut être très long.
Et, Ça peut mettre un risque au début pour la viabilité de l'entreprise quand tu démarres. Ouais. Si tu as plusieurs profils où ça se passe vraiment comme ça, Ouais. bah, tu fais rien rentrer en CA, quoi. Ah ouais, Pendant plusieurs mois. Donc, les débuts peuvent. Alors là, j'illustre vraiment le cas extrême, hein. D'accord. Le cas où ça a duré 1 an, ça m'est arrivé vraiment qu'une seule fois. Hmm. Mais dans la pratique, oui, souvent les entre 3 et 6 mois, grosso D'accord. modo, entre le début et la fin, entre guillemets. Oui, ça c'est beaucoup plus fréquent, et donc c'était assez fatigant de travailler comme ça. Enfin, c'est très long, très long. Hmm. Et donc, du coup, par la suite, j'ai bossé beaucoup plus sur des profils de freelance. Là où, pour le coup, la réactivité va quand même, est quand même beaucoup plus forte. Les cas de figure où j'ai une demande d'un client un matin, je lui présente un freelance l'après-midi, et le freelance commence à bosser le lundi d'après, voire le lendemain. Ça, c'est pas de la légende, ça arrive, hein, c'est des cas comme ça. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, il y a une dynamique complètement différente. Et donc aujourd'hui, oui, l'activité de recrutement continue principalement sur des profils freelance, même si j'ai encore quelques missions pour des postes en CDI. Mais sachant aussi que le marché est très compliqué depuis 1 an et demi à peu près. Et là, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne s'en rendent pas compte. Tous les devs qui sont en poste depuis 2-3 ans minimum, voire plus, n'ont pas forcément vu de près ce qui s'est passé au niveau du marché, mais il s'est quand même complètement retourné. C'est-à-dire qu'on a eu grosso modo le Covid, où tout était à l'arrêt. À partir de la fin du Covid, là, d'un seul coup, l'argent s'est mis à couler à flot. 2021-2022, des levées de fonds par dizaines, centaines de millions toutes les semaines, une ou plusieurs licornes tous les mois. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, c'est monté très très haut et c'est redescendu encore plus vite et encore plus bas. Et donc là, aujourd'hui, on a à peu près autant de postes dispo de développeurs sur le marché qu'au pire moment du Covid. Ce qui représente à peu près 40% de postes en moins par rapport à pré-Covid. Donc on est aujourd'hui sur un marché qui est très compliqué dans la tech de manière générale, sur le recrutement des développeurs en particulier, et les freelances sont aussi pas mal touchés aujourd'hui parce que les budgets sont serrés de partout. Ouais. Donc ouais, je continue cette activité-là, mais c'est une activité qui en ce moment traverse un marché pas hyper sympa, on va dire. Pas hyper simple, ouais. On en entend parler assez souvent, qu'en ce moment le marché est vraiment pas au beau fixe. Ouais, tout à fait. Après, moi, je pense que ça reste quand même cyclique, à mon avis, mais ça engage que moi, et que ça va potentiellement revenir un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que là, c'est une période où on se dit, bon là, on a une mission, on a un poste, on va pas le quitter. Je pense que là, c'est peut-être le meilleur choix à faire. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, là, tout à fait. Enfin, ça fait 1 an et demi que, si pour les développeurs, se lancer en freelance, par exemple, c'est pas le bon moment. C'est clairement pas maintenant qu'il faut faire ça. Le marché est vraiment pas terrible. Donc oui, et là, on est de manière générale dans une période un peu où on attend, et qui est une période un petit peu transitoire entre cette période où vraiment économiquement le marché s'est quand même bien cassé la gueule à partir de fin 2022, et donc là on est encore dans les séquelles de cette période-là. Ouais. Et puis il y a aussi évidemment l'incertitude qui est liée aussi à l'IA et l'impact de l'IA dans le métier de développeur, qui vient un peu s'alimenter, enfin les deux s'imbriquent un petit peu, et donc fait qu'on continue à être dans une période un peu d'hésitation, où les gens n'osent pas trop aller de l'avant parce qu'on se rend compte, qu'économiquement ça va pas très bien, puis 2, il y a des incertitudes sur l'avenir technologique de notre métier. Donc c'est un peu c'est particulier comme moment. Du coup, tu m'as fait une très belle transition sur l'IA et le métier de développeur. Ouais. On entend partout, et même moi autour de moi, j'entends que ça fait énormément peur à certains profils. D'autres le voient comme une opportunité. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment ça va influencer le métier de développeur demain ? Et si tu es développeur aujourd'hui, quels seraient, toi, tes conseils, en tout cas, pour tirer parti, en tout cas, de cette révolution qui nous concerne au final tous aujourd'hui ? Ouais, il y a vraiment deux manières de voir la chose, et les avis que je peux voir de tous les développeurs avec lesquels j'échange régulièrement, c'est un peu les deux extrêmes. Donc il y a ceux effectivement qui vont être très enthousiastes, qui trouvent ça incroyable, que c'est des technos qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses. Et puis il y a aussi d'autres qui sont au contraire extrêmement sceptiques, qui ont de gros doutes à plein de sujets différents, sur les questions qu'apporte l'IA. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi une bonne quantité de développeurs qui se situent en fait tout simplement un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'ils sont quand même assez impressionnés par certaines capacités de ces outils-là, en se disant ouais, c'est vrai que c'est quand même assez cool ce que ça peut faire, ça va vite, enfin ça fait des choses auxquelles on croyait pas capable encore il y a quelques années.
et en même temps qui sont quand même un peu sur la retenue parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres questions qui sont posées derrière les problématiques de l'IA et leur impact en particulier sur le métier de développeur. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les devs, le côté négatif, on va dire, c'est que pour schématiser de manière assez grossière la situation, c'est que ces outils-là nous promettent d'être plus productifs. Donc si on devient plus productif, mathématiquement, ça veut dire aussi qu'on est trop nombreux. On est aujourd'hui 800 000 devs à la louche en France. Si à horizon 3 ans, mettons, l'IA avance de telle manière et son adoption avance de telle manière que chaque développeur devient 30% plus productif, 40% plus productif, ça veut dire mathématiquement qu'on a 30% ou 40% de développeurs en trop. Donc il y a une menace sur le métier. Alors évidemment, c'est une explication très simpliste de la situation parce qu'il y a beaucoup d'autres critères à prendre en considération, mais c'est un petit peu quand même l'axe général quand même dans lequel vers lequel on se dirige et donc qui forcément met une crainte sur les développeurs sur la pérennité de leur travail. Et donc c'est vrai qu'il y a ces questions qui se posent sur l'avenir du métier et de voir comment il va évoluer avec le temps. Mais oui, il y a un petit peu cette incertitude qui est là, qui est dans un coin et que tout le monde interprète ou voit à différents degrés et s'en préoccupe de manière plus ou moins profonde, on va dire, quoi. D'accord. C'est vrai, et je partage ce sentiment aussi. Alors, je ne suis pas développeur, mais même sur de l'architecture cloud, quand on voit ce que l'IA peut faire déjà, c'est assez impressionnant. On se dit demain, peut-être qu'il n'y aura même plus besoin d'architecte non plus. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais par exemple, tu vois, j'utilisais Cursor pour du développement d'une application web. Et je me suis rendu compte aussi en l'utilisant que c'est aussi bien de savoir développer. Donc, l'IA ne va pas tout faire toute seule. Non, c'est sûr. On s'aperçoit quand même qu'il faut quand même avoir des bases, avoir des connaissances pour aller vraiment et tirer meilleure partie en fait de l'IA. Donc peut-être que il y a encore une marge de sécurité, mais pendant combien de temps, on ne sait pas encore, je pense. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite phrase que j'entends souvent que certains développeurs me font quand on évoque un peu la question du risque sur le métier, et une petite phrase un peu toute faite qui dit « on aura toujours besoin de développeurs ». Alors, je suis plutôt d'accord sur le postulat, mais je pense qu'il y a vraiment d'autres questions à poser derrière. Donc déjà, il y aura toujours besoin de développeurs, mais de combien de développeurs ? Parce qu'on l'évoquait juste avant, mais il y a une piste, il y a une piste assez... c'est pas un scénario catastrophe, mais c'est une piste assez potentielle de se dire qu'en 2028, au lieu des 800 000 développeurs qu'on est aujourd'hui, on sera peut-être plus que 700 000, 600 000, que sais-je. Donc il y a cette question qui est importante à savoir, à laquelle évidemment on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et puis l'autre question, c'est on aura toujours besoin de développeurs, oui, mais de quels développeurs ? C'est-à-dire que quelles sont les compétences de développeurs qui ont encore beaucoup de valeur aujourd'hui avec l'émergence et l'évolution de ce que l'IA est capable de faire dans le domaine du code. La question se pose vraiment, tu vois. C'est typiquement, j'allais dire pour ma génération de développeurs, mais enfin pour tous les développeurs qui ont commencé à faire du dev avant l'IA, on va dire, il y a des connaissances qui étaient assez pratiques et usuelles. Enfin, connaître les noms des méthodes, des outils que tu utilises, connaître les types des paramètres qu'il faut que tu passes dans tes fonctions. Voilà, toutes ces choses-là sont quand même étaient quand même assez évidentes à avoir et étaient nécessaires pour exercer correctement le métier. Aujourd'hui, si tu te souviens plus vraiment de comment on appelle ceci ou cela, il y a quand même un espèce de méga cerveau à côté de toi. Tu peux lui demander, il a bouffé la doc 57 fois, et a priori, il est capable de te donner la réponse. Il devrait être opérationnel sur le Oui, truc. tout à fait. Clairement. Et du coup, c'est intéressant. C'était ma question, c'est les compétences qui, selon toi, vont faire la différence demain à l'ère de l'IA quand tu es développeur. Est-ce que tu penses que du coup, il va falloir plus s'orienter vers des soft skills qui vont être beaucoup plus importantes parce que du coup, la compétence technique, elle va être moins rare, ce que tu disais, donc peut-être moins de développeurs. Qu'est-ce qui va vraiment faire la différence pour un développeur, à ton avis ? Parce que c'est une projection. Quel est ton sentiment, selon toi, là-dessus ? Je pense que la piste que tu évoques sur les soft skills, elle est quand même assez intéressante et, à mon avis, à privilégier. Sur des choses qui nous ont peut-être un petit peu enfermés dans notre case de développeurs depuis beaucoup de temps. Donc ce côté sur le fait où on parle une langue que personne comprend. Donc déjà la communication se fait de manière un peu difficile. Il y a une tendance chez les devs aussi qui est quand même assez répandue, c'est qu'on est assez opinionated, on a souvent des avis assez tranchés. Et en fait, ces choses-là cumulées font que il y a une relation avec les devs de la part
des autres corps de métier d'une entreprise qui a toujours été un petit peu compliqué. Maintenant, et en se projetant sur un avenir où cette compétence technique est peut-être un peu moins primordiale qu'elle n'a pu l'être par le passé, je pense qu'il va falloir que ça se rééquilibre justement sur ces aspects-là. Et en particulier, le fait potentiellement d'être peut-être un petit peu plus horizontal, d'avoir des compétences un petit peu à côté. De la communication, je pense que c'est déjà quelque chose qui est vraiment hyper important. De pouvoir parler plus facilement, c'est quand même quelque chose qui manque beaucoup et à pas mal de développeurs. Mais aussi potentiellement d'autres compétences annexes. S'intéresser à d'autres sujets en dehors du dev, à du produit par exemple, savoir un peu mieux comment ça marche. Enfin, je pourrais partir très loin là-dessus. Ça pourrait être sur du légal, sur du market, sur d'autres sujets. Ce qu'il faut bien voir avec ces sujets-là, c'est que l'IA amène, alors évidemment, aide les développeurs à devenir plus performants. Ça, je pense que c'est indéniable aujourd'hui. Mais l'IA permet aussi à des gens qui ne sont pas développeurs de devenir, alors je ne vais pas dire de devenir développeur, il ne faut pas grossir le trait non plus, mais permet à ces gens-là d'accéder beaucoup plus facilement à la tech que ce qu'ils pouvaient faire avant. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec l'émergence du no-code il y a une dizaine d'années de ça, où des profils qui n'étaient pas tech à la base ont pu commencer à manipuler des data, à faire des petits workflows, à faire des fonctionnalités qui avant, ils n'auraient pas été capables de le faire. Là, de la même manière, l'IA va permettre à de plus en plus de monde de s'approprier des activités qui étaient, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, des activités réservées aux développeurs. Donc de manière à rééquilibrer un petit peu le truc, je pense que c'est intéressant pour les devs aussi de s'intéresser justement à ce qui se passe un petit peu en dehors de la ligne de code et de ce qui se passe un petit peu dans les autres corps de métier. Ouais, très clairement, je partage ce sentiment et moi je le vois peut-être même que demain on sera tous entrepreneurs, comme tu dis, on va s'horizontaliser, donc on va toucher à différentes choses, comme tu disais, du market, du recrutement peut-être, du dev à la fois. Donc au final, est-ce qu'on ne serait pas tous entrepreneurs demain? C'est une Vu qu'on va piste pouvoir toucher à aussi. Ouais, c'est une piste quelque part. aussi. Alors, je pense qu'elle a ses limites quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens pour Bien lesquels sûr. c'est pas forcément adapté. Et puis après, il y a... j'ai un peu de mal à envisager ce côté. Enfin, on voit passer des articles de blogs, de journaux quoi, comme ça qui font des prédictions sur du demain, tous solopreneurs, etc. Bon, non, je suis pas persuadé que ce soit clairement ni la voie royale, ni ce qui se fasse vraiment, parce que évidemment qu'on peut faire de plus en plus de choses aujourd'hui à l'échelle individuelle, et probablement qu'on va voir des gens qui vont faire des choses incroyables seuls, assistés par IA. On entend pas mal, on voit pas mal passer sur les réseaux sociaux la question de quand est-ce qu'on verra la première personne qui revendra une boîte à 1 milliard en étant tout seul dans sa boîte. Bon, ça, c'est un peu des fantasmes dans l'écosystème, mais ça illustre un petit peu une direction vers laquelle on se dirige, même si bon, je ne pense pas non plus que ce soit fait pour tout le monde et qu'on puisse tous devenir complètement autonomes et indépendants demain non plus. Ça marche. Et en dehors de l'IA, si tu devais parler d'une tendance technologique qui, tu penses, selon toi, va marquer aussi l'avenir de la tech, ça serait quoi? Bah, je remettrais bien une couche sur le no-code. Le no-code arrivé il y a une dizaine d'années, qui d'ailleurs est assez intéressant je trouve qu'il y a des parallèles assez dingues avec l'intelligence artificielle. Hein. Le fait typiquement quand le no-code est arrivé, il y a eu une levée de boucliers assez massive des développeurs justement qui ont beaucoup critiqué ces outils-là en disant que c'était pas performant, pas sécurisé, que c'était cher, etc., etc. Mais ça a beaucoup aidé justement à baisser la barrière à l'entrée dans la tech. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pu se faire grâce à ces outils-là. Et je pense que ces outils-là, maintenant, ils sont acceptés, ils sont utilisés de manière très très large. Et donc, ils ont très certainement aujourd'hui des cartes à jouer qui sont assez incroyables. Si on pense à un Notion, si on pense à un Airtable, qui sont aujourd'hui déployés dans des centaines de milliers d'entreprises, ils ont à leur disposition une quantité de data qui est assez incroyable. Donc, le jour où ils passent vraiment la vitesse supérieure sur l'usage de l'IA dans leurs outils, je pense qu'il y aura des choses très intéressantes à faire de ce côté-là. Potentiellement les grands gagnants de demain, oui. Clairement. Très cool. Très bien, merci. C'était intéressant d'avoir ton point de vue sur l'IA combiné au métier, en tout cas, de développeur. Maintenant, je te propose qu'on passe à l'instant Grenadine. Donc, c'est un instant qui est un petit peu plus léger. En fait, dans l'émission, on va poser des questions un peu plus détendues, mais qui en même temps restent quand même orientées pro. Je vais commencer à la première. Du coup, si tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil à toi, plus jeune, développeur ou pas,
D'ailleurs, Ouais. ça serait quoi, par exemple? Faire un peu moins la teuf et travailler un peu plus. Ou équilibrer les choses? Voilà, c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup la teuf. C'était très cool, mais bon, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas mal de neurones aussi. Donc ouais, j'aurais peut-être fait un petit peu moins la teuf. Très bon conseil pour les jeunes, les plus jeunes qui vont nous regarder. Imaginons que tu aies une journée complètement libre, sans réunion, sans contrainte, sans boîte à faire tourner, enfin sans vraiment aucune contrainte. Qu'est-ce que Ouais. tu ferais? La première chose que tu ferais? Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. C'est, J'imagine. je pense, la cuisine. Je cuisine, j'adore Ouais. faire à bouffer. C'est un Tu truc fais qui quoi par me... exemple? Ah, tout. Viande, poisson, légumes. T'as pas une spécialité en particulier? Non, c'est pas forcément de spécialité, c'est vraiment. J'aime beaucoup tout ce qui est les cuissons lentes, enfin, laisser mijoter des viandes pendant des heures et des heures, ça j'adore. Quand ça réduit et que tu as une petite sauce comme ça bien épaisse, je trouve ça vraiment top. Et en plus, non seulement c'est quelque chose qui vide la tête, enfin qui est assez agréable à faire, mais en plus, une fois que tu as fini de faire la cuisine, bah, en plus, tu as un bon truc à manger. Donc enfin, c'est un C'est win-win vrai. complet, quoi. T'es récompensé, Ouais. clairement. Imaginons, tu reçois un appel de ta startup préférée ou de ton entreprise préférée pour développer leur prochaine app révolutionnaire. Laquelle ça serait et pourquoi, à ton avis? Alors, je ne sais pas si c'est une startup qui existe déjà. Il y a probablement des choses qui se font un peu là-dessus, mais il y a tout un sujet, moi, qui me passionne pas mal autour de la mémoire et le fait de D'accord. se souvenir, en fait. C'est-à-dire que et je trouve que ce sujet-là est mis en lumière et en exergue aujourd'hui avec l'IA, qui se base sur beaucoup de données, beaucoup de data, etc. Mais on n'a pas encore craqué le truc qui te permet de, à coup sûr, penser à acheter le pain quand tu passes devant la boulangerie, parce que tu sais qu'il n'y en a plus, mais en fait, en 9 fois sur 10, tu as fini par oublier. Et c'est vrai que je trouve qu'avec la capacité des outils qu'on a aujourd'hui, il y a la question évidemment de ce que l'IA va pouvoir faire avec tout ça, mais déjà juste avoir des souvenirs un peu plus marquants, un peu plus marqués, à l'image des photos par exemple. Mhm. Les photos, moi ma fille elle a 11 ans, j'ai des photos de ma fille sur mon téléphone depuis sa naissance. Alors que moi, j'ai pas des photos backupées dans le cloud de moi quand j'étais petit. Donc, on gagne comme ça en mémoire, et je trouve que la photo en est un bon exemple. Et je me demande s'il n'y aurait pas une step après pour justement avoir une mémoire un peu plus persistante sur laquelle l'IA pourrait avoir évidemment des usages assez intéressants, justement de reconnecter un petit peu des informations de notre propre vie, des bribes de notre propre vie qu'on aurait potentiellement oubliées, mis un peu de côté, etc. Donc ça soulève mille et une questions Ouais. éthiques, de privacy et plein d'autres choses derrière. Mais je trouve que c'est un des usages potentiels de l'IA. Et avant ça, cette notion de garder plus facilement mémoire de ce qu'on fait, de ce qu'on est, ce serait, je trouve, une piste assez intéressante à creuser. Donc je ne sais pas s'il y a une startup qui fait ça, mais Hyper intéressant. s'il y en a une qui fait ça, je serais assez curieux de savoir comment ils approchent le problème. Je vois bien une approche orientée avec un genre de casque comme le Vision Pro où tu peux revivre des moments. Et ça me fait penser d'ailleurs à un épisode de Black Mirror qui était exactement ce que tu dis, revivre des moments filmés. Voilà, donc Mais qui pose aussi d'autres questions c'est derrière. ça. Donc c'est vrai que ça amène la Voilà, réflexion. ouais. Je vois la situation du bon côté. Je me doute que ça Bien soulève sûr. plein de problématiques derrière aussi, bien sûr. Clairement. Et dernière question, si tu devais hacker n'importe quel système, pour des bonnes raisons bien sûr, Ouais. toujours, lequel tu choisirais juste pour le défi? Ah, et alors, sans aucune hésitation, tous les services publics. Tous les services publics? En particulier ceux dont on a besoin, nous, en tant qu'entrepreneurs, URSSAF, impôts, greffe et compagnie. Enfin, c'est des sujets qui sont compliqués déjà à comprendre, à mettre en pratique. Et en plus, si au-delà de cette complexité légale, de cette complexité administrative, les outils, les interfaces qu'on nous fournit pour remplir nos obligations d'entrepreneur rajoutent encore une complexité dessus, parce que des fois, la complexité, c'est pas juste la complexité de « Ah, il faut remplir tel formulaire et fournir tel et tel et tel document ». Non, c'est la manière dont l'interface est foutue qui rend le truc encore plus compliqué. Donc en fait, c'est déjà très compliqué de base. Alors même si ça s'est quand même amélioré. Hein. La première boîte que j'avais montée en 2010, j'allais à la chambre de commerce et d'industrie de Paris à pied avec mon petit dossier papier. Et je me faisais recaler, il fallait que je revienne 3 semaines plus tard parce qu'il manquait tel ou tel papier. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Je ne veux pas critiquer quand même là-dessus. C'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits. Mais ça reste des outils qui sont vraiment extrêmement painful à utiliser.
Et quand on est entrepreneur, on a déjà beaucoup de travail sur faire tourner le business en soi, que tout ce qui fait perdre du temps à côté, qui rajoute de la complexité, de la charge mentale et tout ça sur des problématiques comme ça administratives, c'est vraiment pénible. Donc ouais, si je pouvais aller, ce serait le hacker pour, j'en sais pas, genre, en améliorer l'UX, tu vois. Ce serait ça vraiment la finalité, déjà dans un premier temps. C'est vrai que pour le site des impôts pro, ça serait pas mal déjà. Bah ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Très clairement, très clairement. Écoute, merci, on arrive au bout des questions. Ouais. Pour clôturer l'épisode, du coup, moi j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à l'invité. Est-ce Ouais. que tu aurais un mot de la fin, un message à faire passer ou quelque chose qu'on Ouais, n'aurait tout à pas fait. mentionné et que tu voudrais dire? Ouais, carrément. Bah, il y a on en a parlé de cette problématique de l'intelligence artificielle pour les développeurs et de comment elle impacte le métier. Donc du coup, comme c'est souvent difficile pour les devs aussi de prendre la parole, on a créé un Slack qui s'appelle Dev with AI, que vous pouvez retrouver sur devw.ai, et qui permet d'avoir un lieu pour les développeurs, quel que soit leur techno, quel que soit leur niveau d'expérience, quel que soit leur niveau d'appréhension aussi vis-à-vis d'intelligence artificielle, d'avoir cet endroit-là, cet espace-là pour échanger, pour discuter. Parce que, à mon sens, il est trop tôt encore aujourd'hui pour savoir précisément comment notre métier va se transformer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se transformer. Et le plus important aujourd'hui, c'est d'en parler. Il ne faut pas qu'on garde tous ça à l'intérieur. On a tous des craintes, mais aussi des envies, des espérances ou différents sentiments par rapport à ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vois vraiment trop peu de développeurs prendre la parole sur le sujet. Et donc, comme pour beaucoup, je sais que c'est difficile d'en parler en public sur LinkedIn, etc. Donc, soit. Mais au moins, du coup, il y a ce Slack-là qui fait que ça se côté un petit peu plus entre devs. On est entre nous. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde est le bienvenu. Et puis, l'idée, c'est surtout de pouvoir en discuter et de prendre un petit peu le pouls de l'écosystème par rapport à comment cette transformation est vécue par les gens qui exercent le métier. Ok, bah écoute, très cool. J'espère qu'en tout cas, ça va susciter des envies de venir rejoindre le Slack. En tout cas, je le souhaite et j'en doute pas que ça va aider pas mal de développeurs, en tout cas, comme tu dis, à communiquer et à peut-être s'ouvrir aussi sur des peurs qu'ils peuvent avoir Ouais, vis-à-vis de l'IA. Moi, je vois quand même plus de peurs autour de moi que d'opportunités pour l'instant, enfin, dans le mindset des gens, en tout cas. Ouais, J'espère que ça va changer. C'est le sentiment majoritaire aussi que je vois de mon côté et que je comprends. Hein. La situation est quand même incertaine là-dessus. Mais il ne faut pas garder ça pour soi. Il faut en parler. Tous les gens de l'écosystème sont concernés. Donc voilà, discutons-en. C'est déjà une bonne première étape. Et puis après, à partir de là, on verra ce qui est le plus intéressant à faire par la suite. Merci Greg, merci d'être venu dans Merci Dorian, avec grand plaisir. C'était un très bon épisode, en tout cas c'était intéressant en tout cas d'avoir ta vision à la fois sur ton parcours, ta carrière, mais aussi sur l'IA et le métier du développeur et ta vision justement sur l'évolution du métier de développeur avec l'IA. Donc merci en tout cas d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi Orange Grenadine. On se retrouve dans un prochain épisode où on va parler de carrière, d'IT et d'entrepreneuriat. Merci à tous.